Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour cette conférence qui s'intitule Le retour à l'emploi. Nous allons passer environ une trentaine de minutes ensemble pendant lesquelles je vais vous commenter les slides que vous verrez s'afficher. Je m'appelle Christine Dejoigny, je suis consultante en ressources humaines et je travaille au sein du cabinet d'Elf Conseil que j'ai créé il y a 5 ans maintenant. L'expertise du cabinet se situe au niveau du retour à l'emploi et j'accompagne des salariés vers leurs nouveaux défis professionnels. Le retour à l'emploi n'est jamais une période facile. Que vous vous y trouviez parce que vous avez démissionné ou parce que vous avez été licencié, il n'en reste pas moins que vous vous trouvez dans une phase qui n'est pas confortable pour vous. Que le changement soit petit ou au contraire que ça soit lié à une rupture qui est assez importante, voire brutale, eh bien il faut trouver des stratégies pour s'adapter sans augmenter inutilement le stress dû à une situation un peu délicate. Je vais vous proposer 5 pistes que vous voyez là s'afficher à l'écran, 5 pistes qui sont le fruit de mon expérience et de celle de mes clients pour accepter plus sereinement cette phase qui n'est que transitoire. La première, c'est d'apprivoiser ses émotions. On entend et on lit souvent qu'il faut accepter ses émotions avec bienveillance. Il faut laisser s'exprimer ses émotions. Oui, mais si vous avez envie d'hurler, de crier votre désespoir ou de vous rouler par terre, mon conseil est tout de même de le faire chez vous. Évitez de le faire au bureau ou chez un client. Voilà. L'essentiel, c'est de ne pas se laisser submerger par ces sentiments négatifs. Il faut éviter de noircir le tableau, car se complaire dans des émotions négatives ne sert personne, et surtout pas vous. Le deuxième conseil, c'est d'évaluer les événements à leur juste valeur. Il faut laisser passer un peu le temps des premières émotions et ensuite, vous allez vous poser la question de ce que cela va avoir comme conséquence concrète pour vous. Et très sincèrement, sans vous victimiser ni occulter les difficultés potentielles. Une des clés pour y parvenir est de se projeter au-delà de cette période. Essayez de visualiser la situation dans laquelle vous serez après cette phrase qui n'est que transitoire. Cela va vous remettre du baume au cœur et va vous permettre de traverser le gué avec plus de sérénité. La troisième astuce est tirée d'une maxime anglaise qui, grosso modo, veut dire que votre énergie va là où se porte votre attention. C'est-à-dire que vous devez vous concentrer sur ce qui va conduire à une action bénéfique. Concentrez-vous sur les solutions que vous voulez mettre en place, parce que ressasser la cause de votre mécontentement ne vous aidera pas. Essayez et vous constaterez que c'est réellement vous qui êtes aux commandes de votre état d'esprit. Imaginez des solutions originales, différentes, mais surtout positives et constructives, et votre énergie sera décuplée. La quatrième solution est le très fameux carpe diem. Tirez les leçons de ces expériences et intégrez que rien ne dure vraiment longtemps. Croire aux situations inébranlables est totalement vain. Vivre l'instant présent le plus intensément possible et vous dire que cette situation aura une fin. Et ensuite, conclure tout simplement par vous avez le choix. Ça veut dire que c'est le plus important à mes yeux et ça veut dire surtout que vous devez garder toujours à l'esprit que vous êtes le seul maître à bord de votre vie. Vous avez le choix. Vous avez le choix à tout moment de dire non pour aller vers un nouvel objectif, vers ce qui vous fait plaisir, vers ce qui vous fait envie. Un objectif bon pour vous, c'est par exemple une recherche active d'un nouvel emploi. C'est une demande de formation pour développer votre compétence. C'est peut-être une demande de mutation dans une autre région. Peu importe. Mais vous avez le choix. Vous avez aussi le choix de dire oui, je reste. Oui, je suis dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, mais vous le faites en toute conscience, sans pour autant subir les événements. Et la situation que vous pensez être désespéré, du coup, n'est plus subi, mais devient un vrai choix de votre part, et cela fait toute la différence. Il m'a très justement fait remarquer que lorsque l'on se situe en demandeur d'emploi,
on se positionne inconsciemment en victime. En effet, demander un emploi, c'est presque pareil que quémander. La distance n'est pas très grande. Eh bien moi je vous suggère de renverser la vapeur et de commencer à vous dire que ben, vous êtes un offreur de service. Le fait juste de changer cette phrase dans votre esprit va permettre aussi de transformer votre contexte. Eh bien, moi, je considère que cette période de recherche d'emploi, eh bien, il faut la vivre comme une chance plutôt que comme une malédiction. Vous pouvez la vivre comme un cadeau qui va vous permettre de faire le point sur ce que vous souhaitez réellement pour vous. Vous allez retrouver le même type d'emploi ou est-ce que vous allez en profiter pour explorer de nouvelles pistes? Quelle que soit votre envie, transformez cette expérience en période positive pour vous offrir de belles opportunités. Changez d'état d'esprit et vous transformerez votre contexte. C'est ce qu'a démontré avec brio Philippe Gabillet lors d'une présentation Avoir de la chance, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, Philippe Gabillet, son nom s'écrit Gabi2LET, que je vous conseille de rechercher sur Google et vous allez voir une vidéo qui dure à peu près 3 minutes qui est savoureuse, où effectivement il parle sur avoir de la chance, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est édifiant. C'est, selon lui, c'est créer autour de soi des circonstances favorables. La chance sourit aux audacieux, dit le proverbe. Eh bien voilà, moi je pense qu'il faut apprendre à prendre du recul, à identifier vos vrais talents, à acquérir de l'autonomie dans la recherche de sa prochaine mission. Vous avez des talents à offrir, pas un travail à mendier. Apprendre à se connaître, c'est à se mettre en avant. Pas pour écraser les autres et à proclamer moi je et avoir une attitude arrogante. Non, non, mais c'est pour prendre toute sa place professionnelle, qui est la nôtre. Un CV qui vous ressemble, un discours bien préparé et une présence sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Pour obtenir un retour à l'emploi, je vous propose une méthode en 4 phases qui a fait ses preuves. La première phase a fait même l'objet d'une conférence en elle-même et porte sur le projet professionnel. Pourquoi bâtir son projet professionnel est selon moi indispensable quand on veut trouver la satisfaction professionnelle? Eh bien, je vous conseille d'y accéder, elle doit être en libre service et vous aurez déjà un bon aperçu sur ce qu'est cette première phase. Sachez que le projet professionnel est complet et qu'il doit recouvrir ce que vous aimez faire, ce que vous savez faire, les cibles de l'environnement souhaité, les types de personnes avec lesquelles vous travaillez le mieux et les conditions de travail, bon, et ainsi que la rémunération souhaitée. Je consacre aussi mon site internet delfconseil.fr à travers différentes thématiques au retour à l'emploi, mais également j'ai parlé longtemps du test Strong dont vous trouverez aussi les coordonnées en fin de cette présentation et sur la présentation de bâtir son projet professionnel. Il faut savoir que peu importe l'âge à laquelle vous vous situez en retour à l'emploi, puisque il n'y a pas de, ce n'est pas lié à l'âge, ce n'est pas lié à une situation, c'est surtout lié à un positionnement, à un état d'esprit. C'est la posture que l'on adopte qui fait la différence. Que l'on soit trop jeune, que l'on soit trop vieux, que l'on soit trop grand, trop petit, trop blanc ou trop noir, tout cela, si vous voulez, sont des limites que vous avez dans votre esprit. Attention de ne pas mettre en place inconsciemment des stratégies d'évitement, parce que les gens vous traitent comme vous vous attendez à ce qu'ils vous traitent. Si vous arrivez avec l'attitude du jeune loup ambitieux alors que vous avez 55 ans, ben cela va sonner faux en effet. Être dynamique à 55 ans est possible et souhaitable, mais ce n'est pas en adoptant des mots que vous avez lus dans un livre que vous arriverez à convaincre. Soyez vous-même et j'y reviendrai. L'autre point que j'ai envie de soulever dans cette première phase, c'est que vous ne devez pas vous soucier de ce que l'on va dire de vous. Foncez. Faites ce que vous croyez important et juste. Si vous pensez que vous aurez l'air d'un idiot, que l'on va se moquer de vous, eh bien ceci n'est que dans votre tête. Ne laissez pas les autres dicter comment vous devez vous comporter, ce que vous devez ou ne pas faire, ce que vous devez ou ne pas dire. Ne laissez pas aux autres ce pouvoir-là. Troisième point, c'est qu'il faut bannir la procrastination. Vous savez, c'est la fâcheuse tendance à remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. Une chose est sûre, c'est que tant que vous n'aurez pas essayé, bah, vous n'aurez pas échoué. Mais vous n'aurez pas réussi non plus et vous serez toujours au même point.
Et le quatrième point et dernier pour cette première phase, et non des moindres, soyez votre meilleur ami. Encouragez-vous, surtout quand vous ne tenez pas vos objectifs. Pardonnez-vous. Vous blâmer ne sert à rien ni personne. Une phase de cette méthode consiste à lancer une démarche de recherche active. Alors, la recherche active, ce n'est certainement pas envoyer des centaines de CV à tout va. Nous sommes en 2013, les méthodes de recherche évoluent et le marché est moins porteur, certes. Mais comme tous les spécialistes de la vente, étudiez le marché que vous souhaitez intégrer. Prenez des infos utiles auprès de ceux qui les détiennent. Regardez un site institutionnel d'une entreprise, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir des infos sur le poste et moins sur l'entreprise. Identifiez les personnes qui occupent les postes que vous intéressent et contactez-les pour avoir de l'information utile. Enrichir sa connaissance du secteur, connaître les enjeux, c'est bien, mais les défis du poste que vous visez, c'est encore mieux. L'autre façon de lancer une démarche de recherche active, c'est de ne pas demander d'emploi aux personnes que vous allez rencontrer. Le réseau est important. Rencontrer des personnes qui sont dans le secteur qui vous intéresse l'est tout autant. Mais si je cherche un poste d'assistante et que je n'ai pas de réseau, ce n'est pas vrai. Tout le monde a un réseau, ne serait-ce que dans son quartier. Avec les commerçants, avec les médecins, avec des personnes que vous contactez tous les jours. Posez des questions, intéressez-vous aux autres. C'est comme ça que l'on recueille des informations utiles. Vos voisins, votre famille, dans les associations, il faut sortir pour s'en sortir. Toute personne que vous rencontrez est potentiellement une personne qui va vous donner de l'information utile, comme vous-même vous êtes un relais d'information utile pour une autre personne. Il faut savoir que 80% des personnes embauchées en 2012 ont trouvé leur nouveau poste par leur réseau et que simplement 20% l'ont trouvé via des petites annonces. Donc, mon conseil, c'est de mettre tous vos efforts là où vous avez le maximum de chances d'avoir des résultats. Chaque personne, comme je vous le disais tout à l'heure, avec laquelle vous interagissez est une connaissance de votre futur employeur. Chaque personne que vous rencontrez est donc une opportunité. Vous êtes vous-même une opportunité pour quelqu'un d'autre. Vous pouvez répondre à des annonces, bien sûr, mais n'en attendez pas tout. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. La deuxième phase de cette méthode concerne vos outils de communication. Il faut qu'ils soient irréprochables. Qu'est-ce que j'entends par outil de communication? C'est bien évidemment votre CV, également la lettre qui accompagne votre CV, que ce soit pour une candidature à une annonce ou une candidature spontanée, mais c'est également les profils que vous avez sur les réseaux sociaux. Alors je pense que vous allez trouver toute l'information nécessaire au sein des conférences du salon pour trouver comment mettre en place une stratégie de recherche d'emploi via les réseaux sociaux, mais sachez que ça fait partie véritablement de la méthode de retour à l'emploi. Donc pour peaufiner ces outils de communication, il faut y passer du temps. Il faut passer du temps sur son CV. Le CV, il faut savoir une chose, c'est que ce n'est pas un outil que vous allez envoyer à tout le monde. Vous n'allez pas envoyer cet outil de la même façon à tout le monde. Un CV, on dit que c'est un CV intentionnel et pas extensionnel. Vous devez mâcher le travail du recruteur. C'est-à-dire qu'il faut que vous mettiez en avant sur votre CV les éléments qui vont lui parler tout de suite et qui vont lui donner envie de vous rencontrer pour un entretien. C'est-à-dire que si vous mettez exactement le même document à tout le monde, vous risquez de passer aussi à côté des belles opportunités qui font que vous ne serez probablement pas contacté, pas parce que vous n'êtes pas la personne pour la situation, mais tout simplement parce que votre CV n'aura pas retenu l'attention du recruteur. Il faut savoir que pour un poste, on va dire de type généraliste, il y a sur un job board comme cadre emploi par exemple, entre 800 et 1000 CV pour une offre d'emploi. Vous imaginez bien qu'il n'y a pas une personne qui va regarder un à un les 1000 CV reçus. Souvent, les CV passent à la moulinette d'un moteur de recherche qui regarde les mots-clés. Donc, identifiez les mots-clés de l'annonce et essayez de les répercuter sur le CV. C'est pour ça que vous faites un CV
par offre d'emploi. Ça ne veut pas dire changer son CV du tout au tout, bien entendu, mais il faut qu'il y ait un certain pourcentage, on va dire à peu près entre 5 et 10% de changements, ne serait-ce que dans la présentation et dans le choix des mots-clés que vous allez utiliser pour l'annonce considérée. Donc, n'oubliez pas, peaufiner vos outils de communication, c'est également peaufiner son profil sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il faut être au moins présent sur les réseaux sociaux. Il y en a deux principaux professionnels en France qui sont LinkedIn et Viadeo. Mon conseil, c'est de faire exactement le même profil sur chacun des deux réseaux, que vous soyez plus actif sur l'un ou l'autre, peu importe. Vous choisissez celui que vous préférez, mais il faut qu'il n'y ait absolument aucune faute d'orthographe et que ce soit des profils avec photo et qu'ils aient un rendu professionnel. Quatrième et dernière phase de la méthode que je vous propose pour un retour à l'emploi réussi concerne la phase des entretiens. N'oubliez pas, un CV ne permet pas d'obtenir un emploi. Un CV permet d'obtenir un entretien et c'est ce dernier qui va vous permettre d'obtenir un emploi. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas aller à un entretien si l'on n'est pas préparé. On ne peut pas se permettre d'arriver avec une attitude non professionnelle et se dire que la spontanéité et sur le moment vont faire l'affaire. Non, le recruteur le sent et les recruteurs détestent que l'on ne prenne pas le temps de se préparer suffisamment à un entretien. Que l'on soit devant, je ne sais pas, son cousin, son boulanger et devant son recruteur, il faut savoir ce que l'on va dire. Même si ce n'est pas la même chose évidemment, mais ça demande une préparation minutieuse. Parce qu'un entretien, ce n'est pas réciter votre CV. La personne qui a reçu votre CV, a priori, sait lire et elle sait exactement ce que vous avez fait. Ce qu'elle va vouloir savoir, c'est pourquoi vous faites les choses et comment vous vous y êtes pris pour obtenir tel et tel résultat. Réciter son CV de façon chronologique, c'est barbant, pour vous d'ailleurs, mais surtout pour celui qui écoute, qui à un moment donné va décrocher. Ça, c'est clair. Donc il faut apporter, si vous voulez, de la vie, des histoires pour raconter pourquoi vous avez fait tel et tel choix. Il faut savoir aussi qu'un entretien, ce n'est pas un interrogatoire. Ce n'est pas se borner à répondre aux questions de votre interlocuteur. Un entretien, c'est un échange. Ça veut dire que vous devez aussi poser des questions. Oui, j'insiste. Vous devez poser des questions parce que l'on mesure la qualité d'un entretien. Un entretien réussi, c'est un entretien où on a posé les bonnes questions. Et pour cela, il faut une préparation minutieuse. Non seulement par rapport à sa propre prestation, ce que l'on va dire sur son parcours, mais également sur les informations recueillies sur l'entreprise, c'est une chose, mais surtout sur le poste que vous convoitez. Donc cette préparation minutieuse passe aussi par la récolte d'informations utiles avec une forte valeur ajoutée sur le poste. Un entretien réussi, c'est donner envie à celui qui vous écoute d'en savoir plus sur vous. C'est d'avoir un autre entretien, que ce soit avec lui ou avec une autre personne, et de vous recruter. Un entretien réussi, c'est gratifiant pour les deux personnes, pour lui comme pour vous. Vous devez apprendre l'un et l'autre des choses sur chacun de vous. Et un entretien, c'est donc mettre en avant de façon efficace et authentique ce que vous savez faire et qui vous êtes. Et j'insiste, cela se prépare comme un acteur qui rentrerait sur scène et qui ne compterait que sur sa mémoire et sur son talent pour réciter son texte. Non, il connaît son texte par cœur et c'est parce qu'il connaît son texte par cœur qu'il peut justement laisser son talent s'exprimer. Pour réussir son retour à l'emploi, la méthode ne suffit pas complètement. Mon conseil est de se faire accompagner pour passer cette phase transitoire qui est un peu délicate. Se faire accompagner par un professionnel, un cabinet, une association, peu importe la structure que vous allez choisir, mais se faire accompagner va vous permettre de décoder les difficultés liées à cette phase transitoire et également optimiser votre recherche d'emploi. S'appuyer sur un spécialiste va vous permettre de décoder vos propres difficultés à différents niveaux et ce spécialiste va vous servir de miroir.
Vous allez pouvoir en tirer des leçons et des pistes parce qu'il va vous donner ses remarques, ses retours sans aucun jugement, avec beaucoup de bienveillance. C'est la raison pour laquelle je pense qu'une personne qui est étrangère à votre cercle proche sera toujours plus efficace que de le faire avec quelqu'un qui vous connaît bien. Lorsque l'on est dans une recherche d'emploi, on est un peu en fragilité psychologique. Et je ne comprends pas pourquoi rester seul serait une meilleure chose. Que vous soyez à la recherche d'un job, à la suite d'un licenciement ou parce que c'est une fin de contrat programmée, la rupture avec son ancien employeur peut être douloureuse et peut s'apparenter à un deuil. Et pour surmonter un deuil, quel qu'il soit, vous savez, peut-être, il y a plusieurs étapes. La première, c'est le déni. La deuxième, c'est le colère. La troisième, c'est le marchandage. La quatrième, c'est la tristesse. La cinquième étape, c'est l'acceptation. Ensuite, il y a le fameux cadeau caché. Et puis, il y a le pardon et la sérénité retrouvée. Si vous souhaitez que nous abordions ces différentes phases concernant la recherche d'emploi, n'hésitez pas à me contacter, c'est avec grand plaisir que j'approfondirai ces étapes. Mais je pense que se faire accompagner permet également d'acquérir une méthode, comme on l'a vu, mais là elle serait structurée, balisée avec un spécialiste, et vous permettrait d'acquérir une posture. La posture que vous allez travailler justement avec le paraverbal. Le fait d'être... ce que l'on dit est certes important, mais ce que l'on montre et son attitude, vous le savez peut-être, est tout aussi, si ce n'est plus important que ce que l'on dit. Et cela ne peut bien se faire qu'avec une personne qui va vous entraîner. Alors que ça soit avec un cabinet d'outplacement, un cabinet conseil, peut-être même la PEC, peu importe, mon conseil c'est ne traversez pas cette période tout seul. D'ailleurs les statistiques montrent que vous divisez par deux votre temps de recherche d'un nouvel emploi. Cette période un peu particulière, compliquée comme nous l'avons vu de la recherche d'emploi, parfois il est bon d'avoir quelques petites astuces pour rester motivé. Et j'ai envie de vous faire partager les 5 clés pour booster sa motivation d'Edgar Gros-Piron. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, mais c'est un champion du monde, champion olympique, et ce multiple médaillé de ski à bosse. Et ce multiple médaillé est devenu consultant en management et conférencier aujourd'hui. Il s'appuie sur son expérience de sportif de haut niveau, avec un mental d'acier, pour passer quelques messages bien ciblés auprès de personnes justement qui sont un peu parfois en mal de motivation. C'est bête comme chose que je vais vous donner, d'ailleurs vous les voyez à l'écran, mais c'est vraiment efficace apparemment. Le tout premier conseil pour rester motivé, c'est donner du sens à ses actions. Ah bah, on a le choix entre se laisser bercer et maîtriser son destin. Et une vision claire permet de mieux définir ses priorités et de vivre un même geste, non pas comme une contrainte, mais comme une action dans le cadre d'un projet. C'est-à-dire que il ne faut pas subir, mais plutôt être maître en donnant un sens à ses actions. Le deuxième, c'est éprouver du plaisir dans ce que l'on fait. Alors pour cela, eh bien, il faut se caler sur ses talents naturels, ce qui demande un travail de réflexion sur soi. J'en ai souvent parlé, aussi bien dans la phase 1 que dans bâtir un projet professionnel. Je n'y reviendrai pas, mais vous voyez que ça reste quand même primordial pour rester motivé et fournir un travail de qualité. Le troisième, c'est le progrès. Alors qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est dans cette dynamique, l'échec doit permettre de progresser. Le plus terrible, eh bien, c'est de faire plusieurs fois la même erreur. Apprendre à un moment donné, échouer ou ne pas atteindre les objectifs qu'on s'était fixés n'est franchement pas un problème en soi, voire ce serait même plutôt une bénédiction. Simplement, là où ça devient problématique, c'est si l'on répète plusieurs fois les mêmes erreurs. Le quatrième, c'est les valeurs. Il faut se sentir fier de ce que l'on fait. C'est toujours important. Si on n'a pas de fierté, s'il n'y a pas de satisfaction, eh bien, la motivation ne sera pas au rendez-vous. Et le dernier, et ce qui est génial, c'est partager. Et c'est plutôt insister sur l'aspect festif des choses. On ne réussit, quelle que soit l'action, jamais vraiment tout seul. Et il faut savoir partager ses réussites avec son équipe, sa famille ou ses amis. Donc fêtez vos réussites. Reconnectez-vous à vos valeurs, à ce qui est important pour vous et vous resterez motivé. Pour terminer, j'aimerais revenir sur
des enseignements qu'apporte Philippe Gabillet au niveau de la chance, parce que trop souvent j'entends autour de moi, mes clients ne le disent plus maintenant, mais avant j'entends bah oui, mais moi de toute façon je n'ai jamais de chance. Eh bien sachez que pour attirer une opportunité, il faut déjà en être une soi-même. Et pour en être une soi-même, eh bien il faut connaître certaines petites choses et déjà être au clair avec ses envies et avec son projet professionnel. Mais sachez ça, la chance déteste la routine et les habitudes. Sortez de votre zone de confort. Le non de défiance, apprenez à dire oui aux choses qui se présentent à vous. Les plans trop contraignants, l'isolement, sortez, voyez du monde, des personnes nouvelles que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer et déteste aussi la morosité. En revanche, la chance adore la curiosité et l'aventure, le oui de confiance et le oui de tiens, si je tentais ça, oui, pourquoi pas. La chance adore aussi l'improvisation et la créativité. Elle adore les nouveaux liens et la bonne humeur et l'optimisme. Je sais que c'est souvent plus facile à dire qu'à faire, mais retenez ceci. Vous avez, du moment que vous respectez les 4 phases, et notamment la première et la dernière qui sont primordiales, toutes les chances, vous mettez toutes les chances de votre côté pour un retour à l'emploi réussi. Je vous invite à passer au dernier slide. Voilà, la conférence touche à sa fin. J'espère que vous appréciez cette intervention, que vous avez compris, que j'ai réussi à vous transmettre mes convictions, puisque, sachez-le, j'y crois profondément et ça fonctionne. Pour prolonger ce thème, et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par les différents biais qui s'affichent sur ce slide. Vous pouvez également m'appeler au cabinet au 01 46 22 30 05. Peut-être à bientôt.